Depuis 6 ans, mes recherches portent sur la couleur indigo, couleur d'origine naturelle, nomade, gorgée de richesse et de vertu, et à l'histoire ancestrale. La couleur qui n'existe qu'au contact de la lumière parcourt la surface, ici peinte en noir, par des nuances de bleu infini, subtilement travaillées avec du blanc sur la palette préparatoire. Le processus de travail évolue en permanence dans le rapport de l'espace et du temps et décrit la réalité d'un monde en perpétuel changement. Ce geste artistique est comparable à la force mécanique des éléments naturels, vent, terre, eau, feu, air. Qu'elle soit issue de la nature ou de l'homme, l'œuvre est le résultat du hasard et de la nécessité. C'est cette réalité mouvante qui lie l'artiste à l'observateur. Le monde onirique, abyssal ou aérien, où l'on s'immerge en regardant l'étoile, est propre à l'imaginaire de chacun. Les usages sociaux, artistiques et religieux de la couleur bleue ne remontent pas à la nuit des temps, pas même au paléolithique supérieur, lorsque les hommes, encore nomades mais vivant depuis longtemps en société, ont réalisé leur première peinture pariétale. Sur celle-ci, pas de place pour le bleu. Des rouges, des noirs, des bruns, des ocres de toutes nuances, mais pas de bleu, ni de vert, et à peine de blanc. Il en va presque de même quelques millénaires plus tard, au néolithique, lorsque sont apparues les premières techniques de teinture. L'homme, devenu sédentaire, teint en rouge et en jaune, bien avant de teindre en bleu. Cette couleur, pourtant largement présente dans la nature depuis la naissance de la Terre, est une couleur que l'être humain a reproduire, fabriquer et maîtriser difficilement et tardivement. Si les Grecs et les Romains teignent peu en bleu, d'autres peuples le font. Ainsi les Celtes et les Germains, qui pour ce faire utilisent la guède, plante crucifère poussant à l'état sauvage sur les sols humides ou argileux dans de nombreuses régions de l'Europe tempérée. Le principe colorant, l'indigotine, réside essentiellement dans les feuilles, mais les opérations nécessaires pour obtenir la teinture bleue sont longues et complexes. Les peuples du Proche-Orient importent d'Asie et d'Afrique une matière colorante longtemps inconnue en Occident, l'indigo. Cette matière provient des feuilles d'un arbuste dont il existe de nombreuses variétés, mais dont aucune n'est indigène en Europe, l'indigotier. Il donne aux étoffes de soie, de laine et de coton une teinte bleue profonde et solide, sans guère nécessiter l'utilisation d'un mordant pour bien faire pénétrer la couleur dans les fibres du tissu. Souvent, plonger le tissu dans la cuve d'indigo, puis l'exposer à l'air libre, suffit pour lui donner sa couleur. Si celle-ci est trop claire, on répète l'opération plusieurs fois. La teinture à l'indigo est connue depuis le néolithique dans les régions où pousse l'arbuste. Elle y favorise la vogue des bleus dans l'étoffe et le vêtement. À partir du XIIIe siècle, la vogue nouvelle des tons bleus fit la fortune des producteurs de guèdes et des marchands de pastels. Cet or bleu assura la prospérité non seulement de plusieurs grandes villes, Amiens, Toulouse, Erfurt, mais aussi de régions entières, Albigeois, Lauragais, Thuringe, Saxe, devenus de véritables pays de cocagne. Cependant, cette prospérité ne dura qu'un temps. Dès la fin du Moyen Âge, elle commence à être menacée par des importations de plus en plus abondantes de la pierre indique, l'indigo des Indes. Les marchands italiens, s'adonnant au grand commerce avec l'Orient,
profite de la mode aristocratique des draps et des vêtements bleus pour tenter d'imposer ce produit exotique en Occident, dont le pouvoir colorant est 10 fois supérieur à celui de la guêpe et le prix 30 ou 40 fois plus élevé. Pourtant, dans un premier temps, guédiers et pastelliers parviennent à freiner de telles importations. Ils demandent et obtiennent des autorités royales ou municipales qu'interdiction soit faite aux teinturiers d'employer l'indigo des Indes qui risque de ruiner en plusieurs régions la production locale de la guinde. Tout au long du XIVe siècle, statuts et règlements répètent à loisir cette interdiction de la teinture à l'indigo et menacent les contrevenants de peines extrêmement sévères. Heureusement pour les guédiers et pastelliers, l'avance turque en Proche-Orient et en Méditerranée orientale au XVe siècle gêne l'approvisionnement de l'Occident en produits importés des Indes et d'Asie. Cela donne un peu de répit aux producteurs de guêpes et aux marchands de pastels, mais il est de courte durée. Quelques décennies plus tard, en effet, les Européens trouvent dans les régions tropicales du Nouveau Monde différentes variétés d'indigotiers fournissant une matière colorante ayant des vertus supérieures à celles des indigotiers d'Asie. Dès lors, la cause est entendue. Malgré une sévère politique protectionniste de la part des gouvernements, malgré une diabolisation du produit exotique, tour à tour qualifié de nocif, dolosif, faux, pernicieux, corrosif, rangeant, incertain, le pastel européen va peu à peu céder la place à l'indigo américain dans l'atelier des teinturiers. Comme l'indigo, le lapis lazuli vient d'Orient. C'est une pierre très dure, aujourd'hui considérée comme semi-précieuse, qui à l'état naturel présente un bleu profond, pailleté ou veiné d'un blanc légèrement doré. Les anciens prenaient ces vénules pour de l'or, ce qui augmentait le prestige et le prix de la pierre. Les principaux gisements de lapis lazuli se trouvaient en Sibérie, en Chine, au Tibet, en Iran et en Afghanistan. Moins coûteuse est l'azurite, le pigment bleu le plus utilisé dans l'Antiquité classique et le monde médiéval. Il ne s'agit pas d'une pierre, mais d'un minerai fait d'un carbonate basique de cuivre. Sa stabilité est moins grande que celle du lapis. Les anciens savaient également fabriquer des pigments bleus artificiels à base de limaille de cuivre mélangée à du sable et de la potasse. Les Égyptiens, notamment, ont produit de splendides tons de bleu et de bleu-vert à partir de ces silicates de cuivre. On les trouve sur le petit mobilier funéraire, statuettes, figurines et perles, souvent revêtues d'une glaçure qui leur procure un aspect vitreux et précieux. Que reste-t-il aujourd'hui de la longue et riche histoire de la couleur bleue dans notre vie quotidienne, dans nos codes sociaux, dans nos sensibilités? Tout d'abord, le fait d'être la couleur préférée, loin devant toutes les autres, et ce, quel que soit le sexe, les origines sociales, la profession ou le bagage culturel. Le bleu écrase tout. Le vêtement en est la principale manifestation. Dans tous les pays d'Europe occidentale, voire dans le monde occidental dans son ensemble, le bleu, toutes nuances confondues, est depuis plusieurs décennies la couleur vestimentaire la plus portée devant le blanc, le noir et le beige. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce goût prononcé pour le bleu n'est pas l'expression de pulsions ou d'enjeux symboliques particulièrement forts. On a même l'impression que c'est parce qu'il est symboliquement moins marqué que d'autres couleurs, notamment le rouge, le vert, le blanc ou le noir, que le bleu fait l'unanimité. En apporte confirmation le fait qu'il est dans les enquêtes d'opinion la couleur la moins souvent citée comme détestée. Il ne choque pas, ne blesse pas, ne révolte pas.
car en définitive, quand nous avouons que notre couleur préférée est le bleu, que révélons-nous vraiment de nous-mêmes? Rien, ou presque. C'est tellement banal, tellement tiède.